Donc merci Michel de t'être rendu disponible ce soir. L'idée c'était avec quelques jeunes du diocèse réfléchir autour de la question des élections. On a entendu beaucoup parler aux États-Unis. On sait qu'il va y avoir des présidentielles et des législatives. Il y a de quoi être un peu déboussolé quand on voit comment fonctionne le monde politique aujourd'hui, les affaires, on ne sait plus trop quoi penser. Et est-ce que tu peux nous donner quelques billes pour savoir ce que représente le politique, qu'est-ce que nous on peut faire par rapport au politique, comment en parler et comment agir? Eh bien, on parlait de Trump, on parlait du Brexit. Alors, on peut avoir beaucoup d'analyses, mais il y a une analyse qui, moi, est la mienne un peu. C'est qu'une des raisons, quand on essaie d'analyser pourquoi ces votes, on s'aperçoit que majoritairement, le point le plus clivant, ça a été qu'est-ce qui a fait que des gens ont voté pour le Brexit ou qu'ont voté pour M. Trump, et puis d'autres pas. Quel est le point qui, à votre avis, était le plus clivant? L'argent. Non. L'immigration. Non. Le diplôme. Plus les gens avaient de diplôme, moins ils ont voté pour le Brexit, et moins ils ont voté pour Trump. Et probablement que c'est un des problèmes politiques les plus forts aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui pensent que les autres ne savent pas, parce qu'eux, ils ont des diplômes, et qu'il y a des gens qui savent. Et que pour moi, et je ne suis pas le seul, il y a des gens qui estiment que la lutte des classes aujourd'hui est passée entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Qui savent aussi, mais qui sont considérés par les premiers comme ne sachant pas. Alors, je trouve que ça, c'est intéressant, parce que ça peut nous faire réfléchir en disant, ben, à fond, comment je me situe dans ce monde-là. Alors, ce monde-là, il change. On aurait la même chose aussi pour soutenir M. Orbán en Hongrie. Alors, on a un retour chez les gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, du nationalisme, du protectionnisme et de la lutte pour la sécurité. Bon, c'est un premier problème. Deuxième problème que je vois, et qui est très difficile à comprendre, c'est que la démocratie aujourd'hui est affectée par le fait de la professionnalisation de toutes les tâches. Il y a une troisième chose quand même qui est très importante, c'est que nous avons été élevés, les gens encore de mon âge, c'était la fin, dans un monde qui était marqué par les traités de Westphalie. Les traités de Westphalie sont des traités qui ont constitué l'Europe, disons à partir du XVIIe siècle, où pour qu'il y ait la paix, pour terminer les guerres de religion, on a donné à chaque pays un roi et une religion de la majorité, voire de la totalité. Et on a dit, c'est pas possible de mélanger les gens. On va faire que chaque groupe ait la même religion. Et donc, il est clair que cette sécularisation, ça veut dire qu'il n'y a plus tout ce qui était autorité venant d'ailleurs n'existe plus. C'est les sujets qui font la chose. Et si les sujets pensent différemment, ça devient compliqué de faire de la politique. Il y a les manières chrétiennes de faire de la politique, mais il n'y a pas de politique chrétienne. Ça, c'est très important. Le rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une formule de l'Évangile, dit, ben, il y a le spirituel, le temporel, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans son domaine. Le problème, c'est que vous et moi, nous sommes à la fois dans le spirituel et dans le temporel. Et qu'il n'y a qu'un seul bonhomme, une seule bonne femme, qui est à la fois, qui doit distinguer. Mais il y a une distinction à faire. Et ce petit livre, je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre-là.
Ducat. C'est un livre qui parle, qui essaie, question-réponse pour que ça soit simple, et pour des jeunes, par des jeunes, d'expliquer un peu la sagesse de l'Église en matière d'action sociale et politique. Je vous le conseille beaucoup. Je vous lis un texte de ce Ducat. Le rôle de l'Église n'est pas de remplacer l'État et la politique. Elle ne propose donc aucune solution technique spécifique aux problèmes sociaux qui se posent. Elle ne fait pas de politique elle-même, mais inspire la politique en partant de l'Évangile. Dans toutes les encycliques sociales, les encycliques, c'est les grands textes du pape, les papes ont développé des principes de base sur certaines thématiques, comme la salaire, la propriété, les syndicats. Je vais revenir là-dessus. De nombreux chrétiens s'engagent par ailleurs, par leur action et leur réflexion chrétienne, dans des associations professionnelles, des groupes, des associations. Et c'est ça qui fait la pensée sociale de l'Église. C'est ce que nous faisons ensemble. L'Église n'a pas de modèle à proposer, dit Jean-Paul II. Qu'est-ce que c'est que se mettre au service? Ce n'est pas si facile. Il y a des moments où il faut dire des vérités un peu sévèrement, parce que c'est la vérité. Puis des moments où il faut négocier. Et puis, etc. Je veux dire, quand on dit, ah ben il faut négocier tout le temps, non. Il y a par exemple, moi, à mon avis, il ne faut pas négocier avec Daesh. C'est mon avis, mais vous avez le droit d'avoir un peu d'analyse, mais on ne négocie pas tout le temps. On n'est pas bon avec tout le monde. Aimer les gens, aimer Daesh, c'est peut-être pas accepter ce qu'il fait. Alors c'est un exemple, évidemment. Mais c'est très important de se dire, quand, dans un programme, quelle est la place de la minorité. Sans ça, on ne respecte pas tous les gens. Alors c'est normal que la majorité gouverne, mais elle doit tenir compte de la minorité. C'est pour ça que quand on dit « Ah, mais il n'a pas appliqué son programme », il peut avoir ne pas appliquer son programme simplement parce qu'il a tenu compte d'une minorité qui s'est dit « Mais c'était insupportable à la minorité de faire ça ». Donc c'est pas si facile de dire. C'est facile de dire qu'il faut respecter les minorités, mais il faut que les minorités puissent s'exprimer. Et il y a des points où on ne doit pas respecter son programme pour respecter les autres. Ou ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a voulu faire, parce qu'il faut essayer d'arriver. Alors, de temps en temps, il faut aller, on a la majorité a des droits, et elle a des droits très importants, mais pas des droits absolus. Ça, pour nous, c'est très important. Le deuxième point, c'est le principe de solidarité. C'est-à-dire, chacun doit contribuer au bien commun. En gros, ça veut dire accepter de payer des impôts, accepter d'être solidaire de ceux qui sont en grande difficulté, accepter de refuser tout ce qui est individualisme social ou politique. Si un candidat fait tout ce que vous souhaitez pour vous, mais qui ne fait rien pour les autres, il ne faut pas voter pour eux. Il y a la solidarité. Et c'est très important en ce moment, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on veut dire sur les migrants? Alors, il y a bien sûr les migrants qui ne sont pas encore venus, mais les migrants qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les hommes et les femmes comment on est solidaire? Comment on est solidaire de gens qui traversent, par exemple, l'agriculture, des crises extraordinaires? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Comment on a décidé que Paris serait la métropole, et puis qu'on a fait les métropoles, mais quelle est la place des autres dans le territoire? C'est très important, la solidarité. Il ne faut pas que... il faut tenir compte non seulement des minorités politiques, mais des minorités sociales. Et le troisième principe, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire la décision, toute décision, doit être prise au bon niveau, et ce bon niveau est souvent le niveau le plus bas, le plus proche des gens. Si on doit prendre une décision sur l'aménagement des routes d'Évry, il faut demander aux gens d'Évry de prendre la décision. Il ne faut pas que ça soit une décision prise à Paris. Mais évidemment, il y a un certain nombre de fois où ça n'est pas possible d'aller au plus proche. Par exemple, imaginez que nous soyons consultés chaque fois, tous les jours, pour décider l'heure du train. Ce sera un désordre un peu indescriptible.
Donc, il y a des moments, et puis, peut-être que si on décide à Évry qu'il faut tel type de route, et puis qu'à Ris-Orangis, on décide qu'il faut tel autre type de route, et que les routes ne concordent pas, c'est stupide. Donc, il y a des moments où il faut que la décision soit prise un peu plus haut. Alors, il y a quelques principes, ça c'est les principes de base, puis il y a des méthodes. Alors ça, c'est François, notre pape, qui résume cette histoire-là avec quatre modes d'agir pour chrétiens. Méthode. Je vous ai dit les principes, la méthode, c'est un peu différent. Il dit, au fond, le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, je suis contre l'avortement. Je peux décider, je peux emmerder tout le monde jusqu'à temps que on a réussi à changer la situation et qu'il n'y ait plus d'avortement. Et là, vous voyez que je vais heurter de front beaucoup de gens. Le pape dit, je suis contre l'avortement, et je vais essayer de voir quels sont les leviers éducatifs qui font que la société va changer la vie. Le temps, ça raconte du temps. Mais ça évitera une guerre civile. Le temps plus grand que l'espace. Ça, c'est une méthode. L'unité prévaut sur le conflit. Quand on peut être d'accord, il faut essayer. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter tous les conflits, il y a même des conflits qui font avancer. Mais l'unité prévaut sur le conflit. La réalité est plus proche et plus importante que l'idée. Alors, par rapport à ce qu'on s'est dit avant. oui, bah vas-y. On va répondre aussi à la question de l'honnêteté. Oui, d'accord. Alors moi, ma question, elle est assez simple. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout que j'ai un caractère qui n'est pas trop pour négocier en plus, malheureusement. Mais, par exemple, on va revenir sur le cas de Daesh. Moi, demain, si je suis président, avec eux, je ne négocie pas. Mais j'aurais du mal à envoyer quand même des rafales, raser tout leur bastion. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait devant Hitler, qu'est-ce qu'on fait devant ce qui nous semble totalement insupportable, dangereux pour la paix du monde. Parce que là, c'est dangereux pas simplement pour nous, mais c'est dangereux pour la paix du monde. Je crois qu'il faut distinguer. Daesh est un véritable ennemi. Le terrorisme est un moyen, mais c'est un ennemi, et c'est un ennemi idéologique. C'est-à-dire qu'il a une conception du monde où tout le monde doit devenir musulman. Et on a un peu l'impression que s'ils sont victorieux, c'est eux ou nous. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle dans la théorie on l'appelait traditionnellement de la guerre juste, mais au moins de la défense nécessaire. Alors, il y a quelques raisons, il y a quelques réflexions qui sont amenées là, qui sont traditionnelles. La première, il faut tout faire pour éviter la guerre. Tout faire. La négociation, les pressions. Moi, je commence à dire, dans le tout faire, quand c'est le blocus économique, quelquefois, c'est les populations qui en souffrent plus que les dirigeants, etc. Deuxièmement, ça, c'est très important. Deuxièmement, faire en sorte d'être l'autorité légitime pour le faire. Parce qu'il est clair que aujourd'hui, l'autorité légitime, ce n'est pas la France, c'est l'ONU. Alors, seulement l'ONU, en ce moment, est bloquée par la rivalité entre la Russie et les autres, mais n'empêche que Daesh et les pays de l'ONU sont d'accord pour combattre l'ONU. Parce que là, il y a une autorité, et donc ça c'est bon. Troisièmement, et il est important de considérer le domino. La laïcité, pour moi, c'est un ordre juridique qui permet à tous d'avoir en eux-mêmes
et collectivement leurs opinions religieuses. C'est un ordre juridique, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. La valeur correspondant à la laïcité, c'est la fraternité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait fraternité entre des gens différents, il faut organiser la règle du jeu. Et la laïcité, pour moi, c'est la règle du jeu qui permet à des musulmans, à des catholiques, à des évangéliques, d'être concitoyens. Mais ça leur permet, mais ça ne les rend pas concitoyens. Ce qui les rend concitoyens, c'est la volonté fraternelle. Tant qu'on a... la laïcité est un ordre juridique, la valeur qui fait que la laïcité a un sens, c'est la fraternité. Et ça, c'est pas si facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à une question. Tu dis ça, mais il y en a qui disent autre chose. Ah oui, il y en a qui disent que la laïcité, c'est l'interdiction de toute expression religieuse au sein de l'espace public. Oui, alors ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. La laïcité française, l'ordre juridique laïque français, c'est pour ça que j'ai pris, moi, cet ordre de manière plus générale, mais si on est français, c'est neutralité de l'État et de l'administration, débat public possible, toujours, et du reste, il n'y a pas de démocratie si on ne dit pas son avis, et les chrétiens qui ne disent pas leur avis ne sont pas démocrates. On a le devoir de dire ça. Les autres ont le devoir d'entendre notre opinion. Je vous dis, la loi de 1905 dit « tant que ça ne trouble pas l'ordre public ». Le problème, c'est qu'eux disent « mais l'ordre public, ça n'est pas simplement les violences. L'ordre public, c'est la pensée sociale, c'est-à-dire que si on va contre ce que les gens pensent, ça trouble l'ordre public. » Et moi, je trouve que cette définition sur le trouble de l'ordre public est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que se taper dessus, on voit ce que ça veut dire. Mais troubler la mentalité commune, personne ne voit ce que ça veut dire. Donc, je crois qu'il faut que nous tenions très très ferme les distinctions des trois niveaux. L'administration doit être neutre. Et quand on me demande mon avis, je dis dans les mairies, il ne faut pas mettre de crèche. C'est pas bien. Parce que c'est de la provoque. C'est contre la laïcité. Dans le débat public, chacun a le droit et le devoir. Si une république, une démocratie, où les gens ne disent plus les motivations qui les font agir, c'est plus une démocratie. Et puis, évidemment, dans le privé, chacun pense ce qu'il veut. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et c'est spécifiquement français Ouais, je veux dire que notre manière, les gens, tous les pays occidentaux sont plus ou moins laïques. Mais la manière française est très forte parce qu'il y a eu cette opposition des chrétiens à la République qui a été très forte, qui se comprenait historiquement, puisque je vous dis, la République a été quand même contre l'Église, mais qui ne se comprend pas sur le fond, qui se comprend historiquement. J'aurais une question. On a dit que les hommes politiques fonctionnaient beaucoup sur la séduction, parce qu'il n'y a plus d'autorité qui vient d'en haut. C'est assez compliqué de se faire un jugement face à des gens qui fonctionnent sur la séduction. Est-ce que tu peux donner des outils pour éclairer son jugement sur... on entend Fillon, il y a des histoires de fric là. Est-ce qu'il y a quelque chose de rédhibitoire ou pas? On voit que selon, tu prends Mediapart et tout ça, on dit il faut qu'il dégage. T'en as d'autres qui disent mais non, on a tout à fait le droit. C'est assez difficile de se faire une opinion. Est-ce que tu peux nous donner des points de repère assez concrets pour concrètement que pour les présidentielles, on ait un peu des sons de cloche qui permettent d'appréhender et de se faire un jugement? Je te remercie de m'appeler une cloche. C'est délicat parce que je ne tiens pas à rentrer dans ce débat-là. Ça ne serait pas mon rôle. Alors, je crois qu'il y a trois choses dont il faut se souvenir. C'est que nous n'élisons pas un prix de vertu. Nous élisons quelqu'un qui est capable de tenir le cap
dans une situation difficile. Un des chefs d'État les plus vertueux que nous ayons eus s'appelait Louis XVI. C'est un homme, je pense que s'il n'avait pas été roi de la Révolution, on aurait pu le canoniser. La seule chose, c'est qu'il ne savait pas faire son métier. Et ce qu'on demande à quelqu'un, c'est de faire son métier. Donc, nous n'élisons pas des prix de vertu. Alors nous essayons, nous aimons et nous souhaitons que les grands de ce monde donnent l'exemple. Moi, quand on dit, je donne l'exemple, par exemple, leur vie matrimoniale me laisse quand même quelques doutes sur leur capacité de leur fidélité, pour dire les choses d'une autre manière. Mais je n'élis pas un prix de vertu. C'est une première chose. Je dis quelqu'un capable de diriger le pays dans des moments difficiles. Et personne ne sait s'il n'y aura pas demain des moments difficiles. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je veux dire qu'après, chacun fait un concours de vertu. C'est absurde. À la fois, c'est tout à fait normal, et moi je demande que... Je pense qu'il faut en tenir compte, mais voilà. La deuxième chose, c'est quand même les programmes. Alors, ce qui est très curieux dans la Ve République à l'heure actuelle, c'est que la campagne électorale est contradictoire avec la Constitution. La Constitution veut que ce soit le chef du gouvernement qui dirige la politique de la France et qui est responsable devant le Parlement. Et que le président de la République soit un arbitre. À partir du moment où on fait des primaires et où le président de la République donne un programme, c'est lui qui va faire la politique. Au fond, la seule... Et j'allais dire qu'on n'envisage pas, parce que ça pourrait arriver même demain, que le président de la République soit élu au suffrage universel et soit vraiment le président de la République, et qu'il n'ait pas la majorité correspondante pour faire sa politique. Donc, on élit... À l'heure actuelle, on devrait porter plus attention au programme des partis politiques pour lesquels on va voter au moment des législatives, et à la capacité de diriger le pays en cas de coup dur du président de la République, parce que c'est sa fonction. Et donner quelques orientations, on ne va pas élire des gens qui sont tout à fait contre ce qu'on veut, mais c'est quand même... si je suis moi devant un choix où je dois élire quelqu'un, je ne vais pas forcément élire celui, ça m'est arrivé d'ailleurs, de ne pas voter pour celui qui était le plus proche de mes opinions, mais celui qui me semblait être le plus proche, capable de diriger au moment difficile. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais... Troisièmement, comme de fait c'est lui qui dirige la politique, parce que de fait il peut avoir une majorité, encore que là, cette fois-ci, ça n'est pas tout à fait sûr que l'Assemblée ressemblera au président de la République. Là, on voit bien que c'est pas joué d'avance. Mais si sur sa politique, j'ai donné quelques critères, à mon sens, très simples. Quelle est la place? Quelle est la place? Dans une démocratie, il n'y a pas de démocratie. Le contrat social en France, c'est la majorité gouverne en tenant compte de la minorité. Il y a un droit social important et une protection sociale importante. Ça fait partie, à mon avis, du contrat social. Et de la liberté de la presse. C'est ça le contrat social. Et après, il faut que je vois si il veut centraliser, il est pour le principe, il est vraiment pour une solidarité. La solidarité, pour moi, elle se joue à l'intérieur du pays pour les classes les plus pauvres. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui se sentent complètement déclassés. Donc pour moi, ça, c'est un des critères très importants de mon choix, plus que ce que dit dans le programme. Et puis, est-ce qu'il a un vrai programme où il y a de la place pour que les décisions soient prises
le plus bas possible. Et puis, j'ai dit, quand j'ai répété ce que dit le pape, je crois que c'est intéressant de se dire, voilà, par exemple pour moi, une vraie démocratie aujourd'hui, tout le monde dit que l'école ne marche pas, d'abord c'est pas aussi vrai que ça, mais enfin, il y a quand même des réflexions à faire sur l'école. J'ai dit, pour moi, je vais regarder de manière très près qu'est-ce qu'on fait pour les maternelles. Parce que je crois que un des grands problèmes de ce pays, c'est justement qu'il y a des différences, il n'y a pas égalité de chance, et c'est dans la formation initiale que ça se joue. Mais il y a des problèmes très graves dont on ne parle pas, par exemple, et je regarderai ça de très près aussi. Et je vous ai dit l'aménagement du territoire. Et on voit bien que, par exemple, le problème de l'islam aujourd'hui se pose en grande partie parce qu'il y a des zones où il n'y a que des musulmans et qui font alors une contre-société locale. Alors que s'ils étaient répartis dans les 6e étages quand ils arrivent, etc., ça ne se passerait pas de la même manière. Et alors, on voit bien à Évry ce qui s'est passé. À Évry, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait, par exemple, les pyramides pour que ce soit un lieu de mélange social. Hein, vous savez qu'au début, les pyramides étaient occupées en grande partie par des pilotes d'Air France. Et puis, petit à petit, il y a eu des pauvres qui sont venus, et les riches ont foutu le camp. Alors après, ils se plaignent qu'il y a des zones de pauvreté difficiles à gérer. Mais n'empêche que partout, en France, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand il y a trop de pauvres à un endroit, les riches foutent le camp ailleurs. Et donc, à ce moment-là, le problème de l'aménagement du territoire est un problème essentiel pour le lien social. Car si chacun se regroupe suivant ses affinités dans un groupe, il n'y aura plus de lien social. Et pour moi, c'est un des problèmes politiques majeurs de notre pays. Alors, je vous dis mes convictions, mais voilà comment je vais choisir, moi, celui pour qui je vais, ou celle pour qui je vais voter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et alors, tu peux nous donner soit des sites ou des références ou des, tu vois, qui aident un peu, qu'on peut aller voir, qu'on peut pour se former le jugement en fait. Moi, je vous conseille pratiquement tous les grands candidats ont publié des bouquins. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ces bouquins, c'est très important. Parce que là, ils ont exprimé librement ce qu'ils voulaient dire, et vous verrez, indépendamment des questions que les journalistes posent et qui fait tout d'un coup que l'actualité, je vais revenir là-dessus, des choses où on insiste sur telle chose, vous allez voir sur quoi ils insistent. Et à ce moment-là, c'est en fonction de ça qu'il faut faire votre jugement. Alors, je vais vous dire, j'ai travaillé à la Sofres, hein, je sais pas, vous voyez tout. J'ai fait du conseil politique à la Sofres aussi, dans ma vie, à un moment donné. Ils avaient fait une étude que je pense toujours vraie. C'est-à-dire que pour les Français, chaque parti a une image et des points forts, et puis des points faibles. Et une bonne campagne électorale, c'est mettre le sujet dont on est le porteur comme point fort au cœur de la campagne. Si vous mettez la question sociale au cœur de la campagne, les gens voteront à gauche. Ou en tout cas, il y aura une majorité à gauche. Si vous mettez la question de la sécurité au cœur de la campagne, les gens vont voter à droite. Voilà. Et donc, chaque parti a son image, et donc une bonne campagne électorale, c'est mettre le sujet sur lequel on est fort au cœur de la campagne. Mais quelquefois, ça fait complètement oublier le reste. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a des partis qui ont intérêt à ce qu'on parle de sécurité, parce que ça évite de parler de tout le reste. Or, tout le reste est très important. Donc moi, je vous conseille de ne pas vous laisser obnubilé par la campagne. Elle est intéressante, et ils se disent des choses intéressantes, mais allez regarder les bouquins des gens. Raphaël? Oui, là, actuellement, avec les tendances des candidats, là,
il y a beaucoup autour de moi qui parlent d'abstention et aussi vote blanc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je vais être très clair. Je pense que voter blanc ou s'abstenir, c'est voter pour le plus fort. Ah oui. Ben oui. C'est-à-dire que on laisse celui qui a le plus... on laisse celui qui a le plus de voix gagner, alors qu'on aurait pu, si ça dépend de ce qu'on pense. Et je crois que la politique consiste à choisir le moins mauvais, parce que de toute façon, aucun n'aura toutes les qualités dont vous attendez aucune. Merci Michel. Ce que je propose, c'est que les uns les autres puissent causer comme ça de façon informelle, soit avec toi, soit sinon on peut grignoter en causant.